OK. Bonjour. Allons faire de la physique pendant cette pandémie. On commence l'unité de mouvement circulaire. Donc, jusqu'à date, on a juste vu le mouvement dans une direction à la fois. Oui, des fois en deux dimensions, mais seulement dans une direction. Donc, une direction de ligne droite. Ce serait ce que j'essaie de dire. Maintenant, ce qu'on va aller voir, ça va être le mouvement circulaire. Dans cette partie ici, on va strictement voir les mouvements parfaitement circulaires, donc dans un cercle parfait. Plus tard, on va aller voir les orbites qui sont en effet pas des cercles parfaits. Donc ici, ça va être les cercles parfaits. Donc l'accélération centripète va être notre premier élément à aller analyser. Jusqu'à date, l'accélération pour vous autres, c'est n'importe quel changement de vitesse. Cette année, en 12e, j'ai stressé que c'était vraiment un changement du vecteur vitesse. La raison que j'ai fait ça, c'est que maintenant qu'on parle de l'accélération centripète, la grandeur de la vitesse scalaire, ne change pas. Donc, quelqu'un pourrait dire, il n'y a pas d'accélération, la vitesse reste constante. Qui n'est pas faux. La vitesse, la grandeur de la vitesse, ou la vitesse scalaire, quand on ne dit pas vitesse vectorielle, on ne prend pas en considération la direction. Donc, la vitesse scalaire elle-même reste constante. Ce qui change, dans ce scénario, c'est la direction. Donc, quand je parle de la direction, je veux dire la direction de la vitesse, la direction de notre objet, où est-ce qu'elle se déplace. Donc, n'ayant pas trop de matériel à travailler avec, j'ai un objet qui tourne en une belle petite laisse. J'ai ce qu'on pourrait considérer une masse au bout. Elle tourne en rond. Autant que je garde ma main fixe sur un certain point de la laisse, le rayon reste constant et donc j'ai un cercle parfait. Donc, le cercle parfait serait tracé par l'extrémité de mon objet. Tourne en rond, vitesse constante. Dans quelle direction est-ce qu'elle se propage à un point fixe? Donc, considérons le point le plus bas. Au point le plus bas de sa trajectoire, ici, dans quelle direction se propagerait mon objet? Donc, si je montre la direction de rotation, disons le sens horaire, dans quelle direction est-ce que mon objet se dirige à ce point exact? Une façon de faire cette expérience, et je vous encourage de l'essayer, peut-être à l'extérieur si vous êtes capable de sortir. Tourne, tourne, tourne et relâche l'objet au point le plus bas. Qu'est-ce qui va arriver? Par intuition, il y a certainement des personnes qui penseraient peut-être qu'au point le plus bas, l'objet se dirigerait vers le bas. Peut-être, il y en a qui diraient, ça va se diriger quelque part dans la direction disons, diagonale par rapport à l'horizontale et la verticale, peut-être dans la direction parfaitement horizontale. Si tu as d'autres idées, je t'encourage à les essayer. En effet, ce qu'on va remarquer, c'est qu'à n'importe quel point, la vitesse vectorielle de notre objet va être parfaitement perpendiculaire à la trajectoire circulaire. Donc, n'oubliez pas, perpendiculaire, ça veut dire qu'il y a un angle parfait de 90 degrés. Et ceci voudrait dire que ça serait tangentiel. Quand on a une courbe, ça touche seulement à un point et ça s'en va dans la direction parfaitement tangentielle. Peu importe le point qu'on choisit dans la trajectoire, le point le plus haut, le point le plus bas, le point, disons, ici à la gauche, la vitesse vectorielle de notre objet serait de la même grandeur, mais dans une direction différente. Donc la direction serait perpendiculaire au cercle, dans ce cas. N'importe quel cas de la trajectoire circulaire. Ce qui arrive entre ce point-ci et l'autre point, ou n'importe quel autre point dans notre trajectoire, c'est qu'il y a un changement de grandeur, de direction, et pas de grandeur. La grandeur de la vitesse à ce point-ci, ici, n'importe quelle sur la trajectoire, reste constante. Donc, notre accélération centripète, qu'on nomme avec AC, accélération, il y a un changement du vecteur vitesse. C'est quel type d'accélération? C'est une accélération centripète. Est encore considéré notre changement de vitesse vectorielle par rapport au temps. Okay? Ceci reste toujours vrai. Ce qui devient important, c'est qu'on peut faire des dérivations. Je vais vous passer une petite vidéo qui va expliquer plus en détail pourquoi ceci est. Je ne vais pas passer trop de temps ici. Je sais que notre temps peut être... on a en masse de temps. Mais tant que ça parle surtout des arcs et des approximations, je vais garder ça pour une autre vidéo. Pour tout de suite, l'équation qui devient importante dans ce cas, c'est que notre accélération centripète est égale à la vitesse vectorielle, la vitesse au carré,
Vous savez, quand on le met au carré, on perd l'information de la direction, qu'elle est positive ou négative, divisé par le rayon. Donc ici, le rayon serait tout simplement la distance du centre de la trajectoire jusqu'à l'extrémité. Le rayon, il reste constant dans toute ma trajectoire. La vitesse reste constante par rapport à toute ma trajectoire. Donc, l'accélération centripète, elle, reste aussi constante. Okay? Donc, au cours de toute cette trajectoire, l'accélération reste constante. L'accélération centripète, disons. Là, on pourrait parler que oui, la grandeur reste constante, mais est-ce que la direction reste constante? Là, ça devient un peu plus intéressant. Quand on regarde à nos deux vecteurs vitesse ici, notre vecteur vitesse, disons, 1 et notre vecteur vitesse 2, j'ai deux différentes positions. Pour parler de la direction de l'accélération centripète, ça devient un peu plus intéressant. Donc, on sait que la grandeur va être donnée par cette équation ici, mais dans quelle direction? Donc, étant une accélération, on doit avoir une direction, c'est un vecteur. Pour aller voir la direction, allons voir que la définition de l'accélération est A est égal au changement de vitesse vectorielle par rapport au temps, par un intervalle de temps, delta t. Dans ce cas ici, le delta v, comme toujours, v2 moins v1 vectoriel par rapport au temps. Le temps, ce n'est pas une quantité vectorielle, c'est juste une quantité scalaire, ça va être un nombre. On va diviser cette direction qui nous ressort d'ici par un certain nombre. Lorsqu'on prend la différence entre mes deux vecteurs, V2 moins V1, VF moins VI, on avait fait ça comme dans l'exemple de la tondeuse, on avait trouvé l'accélération quand il change de direction, même si la vitesse, la grandeur de la vitesse ne change pas. Ce qu'on retrouve, c'est que l'accélération, ou le changement de vitesse initialement, le delta V, est dans la direction du centre de ma trajectoire. Okay? Donc, l'accélération elle-même serait donc dans cette même direction. Donc, dans vos notes, vous allez voir que je vous ai rempli quelques petites sections par vous-même. Les points importants à ressortir, c'est que l'accélération centripète cause un mouvement circulaire. Quand on parle d'accélération centripète, tu es en train de tourner de façon constante pour tracer un cercle. Deuxièmement, l'accélération centripète est toujours perpendiculaire à la vitesse vectorielle d'un objet. Donc, remarquez, on a parlé de la vitesse dans une trajectoire circulaire est toujours perpendiculaire au cercle, toujours tangentielle au cercle. L'accélération est toujours perpendiculaire à cette vitesse. Il faut toujours avoir un angle de 90 degrés, peu importe. Si je considère à la position 2, l'accélération centripète serait vers l'intérieur et je remarque aussi qu'il y a encore un angle de 90 degrés. Donc, ils sont toujours perpendiculaires. Prochainement, l'accélération centripète est toujours pointée dans la direction du centre de courbure de la trajectoire. Donc, toujours vers le centre. La raison qu'on parle du centre de courbure, plus tard on va faire des exemples des voitures qui sont en train de faire un tour. Quand tu tournes dans une voiture, tu es en train de suivre une courbe, donc tu es en train de faire une accélération, tu subis une accélération centripète, tu tournes, mais tu n'es pas nécessairement en train de faire tout un cercle complet. Ça se peut que tu vas juste faire une partie du cercle. Donc on peut l'approximer dans ce cas-là comme étant une accélération centripète. Prochainement, l'accélération centripète est donnée par les équations suivantes. Donc celle-ci, c'est la standard qu'on va utiliser. Donc, celle-ci, ça en serait une à vraiment bien connaître. Elle est dans vos notes de cours, dans votre feuille de formule. Elle va être appliquée souvent. Une dérivation qui va être importante de celle-ci. Dans cette équation, la vitesse qui est donnée ici, c'est combien? C'est la distance que notre objet peut parcourir par seconde. Si on parle qu'un objet fait un tour au complet, on est d'accord qu'il va avoir parcouru la circonférence totale, 2 pi r. Ça fait toute la circonférence du cercle. Pendant combien de temps? Dans ce cas-là, on pourrait parler de la période. L'année passée, on avait parlé de période et de fréquence, comme des cycles. À chaque fois qu'il y a une oscillation, chaque fois qu'il y a une onde, on parle d'une période. Une onde complète prend un certain temps pour compléter son onde, sa longueur d'onde. On appelle ça la période. Le nombre d'oscillations par seconde, on appelle ça la fréquence. Donc, on se souvient que T, grand T, c'est la variable qu'on utilise pour la période. Et la relation entre la période et la fréquence est 1 et l'inverse de l'autre. C'est à reconnaître ici. Une petite dérivation que je montre dans vos notes, c'est la suivante. L'accélération centripète est donc égale à... Je vais remplacer la vitesse ici par 2
pi r sur une période à la 2. Okay? Donc, essentiellement, la vitesse, qui est une distance par unité de temps, 20 mètres par seconde, 20 000 km par heure, peu importe, c'est une distance par rapport au temps. Je sais que ma trajectoire, là, mon objet est en train de parcourir une circonférence, 2 pi r, et ça lui prend une période, grand T, à le faire. On est d'accord avec ça? Ce serait la définition de le mouvement circulaire. Tu vas faire tout un cercle pendant une période de temps, peu importe ce que la période est, ou le rayon. Okay. Si on va aller faire un petit clean-up de notre équation, là. Mon exposant à la 2, je la distribue à chacun de mes facteurs à l'intérieur, à chacun de mes nombres. Je vais avoir 4 pi 2 R2 sur période à la 2, R2. Et ça, c'est une des équations que je vous montre. J'ai tout mis ça dans vos notes, donc je vais la suivre là. Je vais juste montrer qu'est-ce qui arrive. Qu'est-ce que je peux faire pour simplifier mon équation ici? Bien, on remarque que j'ai R2, pardon, le R au dénominateur n'a pas d'exposant à la 2. Je vais avoir mon dénominateur, ici mon R qui est au dénominateur, qui va annuler mon exposant à la 2. Il va annuler un des deux. Et il va me rester, la prochaine équation, 4 pi 2 R. Et là, ma période à la 2, 1 sur période à la 2. C'est quoi l'inverse d'une période? Bien, c'est une fréquence. C'est pour ça que je peux mettre fréquence à la 2 ici. Au lieu de diviser par la période à la 2, je peux multiplier par la fréquence à la 2. Donc, ceci serait une autre équation qui pourrait être utile durant vos exemples, durant les travaux qu'on va faire. Celle-ci n'est pas dans votre feuille de formule, puisque c'est juste une dérivation. Okay? Ceci, c'est notre définition, c'est elle la plus importante. Voici l'accélération centripète. Si on parle de fréquence, si on parle de période, tu devrais être capable de arriver à celle-ci par toi-même. Okay? Donc, je vais laisser ça là pour tout de suite. Ça, c'est vraiment l'introduction à le concept de l'accélération centripète et le mouvement circulaire. Prochaine vidéo, je vais passer à les exemples qu'on a dans vos notes. OK. Donc, pour les exemples du mouvement circulaire, premier exemple qu'on va avoir, c'est un enfant dans une carrousel, se trouve à 4,4 mètres du centre du manège. Il se déplace à une vitesse constante de 1,8 mètres par seconde. Détermine la grandeur de l'accélération centripète de l'enfant. Comme toujours, la meilleure chose à faire, c'est avoir une petite esquisse de ce qui se passe. Donc, j'ai un manège qui est en train de tourner en rond. Donc, ce carrousel qui tourne en rond, tourne en rond. On va aller voir du haut, puisqu'on peut voir notre petit cercle. Petit cercle est en train de tourner en rond. Notre enfant ici se trouve à 4,4 mètres du centre. Donc, si ça c'est mon centre, le rayon serait donc de R est égal à 4,4 mètres du centre. Et l'enfant se trouve à l'extrémité ici. On pourrait aussi parler de direction. On pourrait lui donner une direction juste pour nous aider à garder compte de ce qui se passe. D'autres informations, l'enfant se déplace à une vitesse constante de 1,8 mètres par seconde. Donc, on va lui donner son vecteur vitesse. Si le carrousel est en train de tourner dans le sens horaire, donc la vitesse dans ce point-ci serait parfaitement tangentielle au cercle. Ça va former un angle de 90 degrés avec le rayon. Et la vitesse de l'enfant, vecteur vitesse, est égale à 1,8 mètres par seconde. Ce qu'on cherche à trouver ici, c'est l'accélération centripète. Donc, un problème quand même assez simple. On va appliquer notre équation pour la première fois dans un exemple. L'accélération centripète, par définition, AC, va être égale à vitesse au carré divisé par le rayon. Okay? Donc, je connais la vitesse, 1,8 mètres par seconde, je connais le rayon, 4,4 mètres, et je sais que la direction de l'accélération centripète est toujours vers le centre. Donc, je vais connaître la direction après. Donc, l'accélération centripète est égale à 1,8 mètres par seconde au carré sur 4,4 mètres. L'accélération centripète est donc égale, et on sort nos petites calculatrices. Comme toujours, je vais le faire avec vous. Je n'ai pas toutes les réponses de cachées quelque part. Parfois oui, mais pas cette fois. 1,8 au carré, qui me donne 3,24 mètres au carré par seconde au carré. L'exposant de 2 se place partout sur 4,4
mètres. Mais qu'est-ce qui arrive quand je vais avoir des mètres au carré divisé par des mètres? Je vais finir avec des mètres par seconde carré. Donc, l'accélération centripète, je divise par 4.4, sera 0,73636363, donc périodique, mètres par seconde carré. Donc, ce n'est pas une réponse finale, je dois arrondir à mes chiffres significatifs, je dois donner une direction. On pourrait dire donc que l'accélération centripète est égale à deux chiffres significatifs. Je vais écrire 7,4 fois 10 à la moins 1, notation scientifique. Rappelez-vous, mètres par seconde carré vers le centre de courbure. Donc, vers le centre de courbure. Tiens. Voilà serait notre problème. Donc, voici ce qu'on trouve. C'est notre premier exemple de fait. On se revoit dans une seconde. Bonjour. OK. Pour l'exemple numéro 2, ce qu'ils nous disent dans l'énoncé, c'est trouve la grandeur et la direction de l'accélération centripète d'un morceau de laitue à l'intérieur d'une essoreuse à salade. L'essoreuse a un diamètre de 19,4 cm et tourne à 780 tours par minute. La rotation se fait dans le sens horaire quand on regarde au-dessus. Au moment de l'observation, la laitue se déplace vers l'est. Première chose à faire, ça serait de représenter visuellement notre problème. Donc, j'ai une essoreuse, donc un salad spinner, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, qui est en train de tourner en rond, et j'ai un morceau de laitue à l'intérieur. À un certain point, au point qu'on est en train d'analyser ici, la direction est vers l'est. Donc, la direction de la vitesse, là, elle se dirige vers l'est. Si je considère mes directions standards, on pourrait prendre que nord, nord-ouest, sud-est. On pourrait dire qu'au point le plus haut de la trajectoire, la vitesse ou le déplacement se fait vers l'est. On n'a pas dit c'est quoi la grandeur de la vitesse, mais ils nous ont donné la direction. Donc, on va assumer qu'elle se trouve au point le plus haut. Vraiment, la direction, la façon qu'on le représente, visuellement, est arbitraire. Tu peux le dessiner n'importe où, ça ne va pas changer grand-chose. OK. Suivant ceci, quelle autre information qu'ils nous ont donnée? Donc, ils nous disent que l'essoreuse a un diamètre de 19,4. Faites attention, ce n'est pas notre rayon. Donc, 19,4 divisé par 2 nous donne un rayon de 9,7 cm. Donc, notre rayon est de 9,7 cm dans ce cas ici. Je vais convertir ça en mètres, juste à cause que je préfère mes mètres, 0,07 mètres. Non, 0,097 mètres. Comme ça, on va être dans nos unités standards. Prochainement, quelle information est-ce qu'il nous donne? Il nous donne qu'elle tourne à 780 tours par minute. Ceci est une fréquence. Combien de tours par unité de temps? Donc, il nous donne une fréquence. 780 tours par minute. L'unité standard pour la fréquence, c'est des tours par seconde ou des cycles par seconde. L'année passée, on avait parlé de ça quand on parlait des ondes. N'importe quel mouvement répétitif périodique, donc, qui est en train de se refaire avec toujours le même montant de temps, on peut le décrire avec une fréquence ou avec une période. Ici, ils nous ont dit que ça fait 780 tours par minute. Donc, on imagine que c'est de façon constante. Étant que c'est des tours par minute et pas par seconde, ceci n'est pas des hertz. J'aimerais avoir des hertz pour avoir mon unité standard. Donc, pour me débarrasser des minutes, qui sont au dénominateur, je place mes minutes au numérateur. Mes secondes que je préfère avoir au dénominateur, une minute est égale à 60 secondes. Et je finis avec une nouvelle fréquence qui est de 13 tours par seconde. Des tours par seconde ou des cycles par seconde ou n'importe quoi vraiment par seconde qui se répète de façon constante, c'est des hertz. Donc, maintenant que je connais le rayon, je connais la direction du déplacement et je connais la fréquence, je devrais être capable d'aller trouver mon accélération centripète. La définition qu'on connaît, c'est la vitesse au carré sur le rayon. Là, ici, je ne connais pas la vitesse, c'est dommage, mais je connais le rayon. Évidemment, ceux qui vont le reconnaître, dans notre première partie de cette leçon, on a vu qu'on avait une autre accélération centripète, une autre équation, pardon, pour l'accélération centripète. Si on va revoir dans nos notes, on retrouve que l'accélération centripète peut aussi être trouvée à l'aide de l'équation 4 pi au carré, rayon, fréquence à la 2.
Si jamais tu ne la connais pas par cœur, tu peux la dériver. Hein, on se retrouve avec la vitesse qui est égale à 2 πr par période, hein, la circonférence par période, à la 2, et on dérive à ça, peu importe. Ça nous retrouve ça. OK. 4 pi au carré, ce n'est qu'un nombre, c'est un coefficient ici, on va le multiplier par ce qui va ressortir. Notre rayon est de 0,097 mètres. Et la fréquence est de 13. Et ici, on va mettre des hertz, juste pour qu'on le voit plus facilement. Des hertz, c'est essentiellement des 1 par seconde, hein, des par seconde. C'est des quelque chose par seconde, et celui-ci est à la 2. Donc, si on regarde dans nos unités, là, j'ai aucune unité, juste des nombres, des mètres et des par seconde à la 2. Donc, je vais finir avec des mètres par seconde à la 2, qui est une accélération, hein, des mètres par seconde carré. Super. Maintenant, je n'ai qu'à multiplier tous mes nombres pour trouver ma réponse de l'accélération centripète. Donc 4 fois pi fois 0,097 fois 13 et fois 13 qui nous donne 647,1696998. Donc 647,16996 blablabla mètres par seconde carré. Donc ici, on a trouvé notre valeur, 647,1696 blablabla mètres par seconde carré. Donc, on pourrait donner notre réponse finale comme étant l'accélération centripète est égale à combien de chiffres significatifs? La valeur initiale que vous avez donnée était de 19,4 cm, donc 3 chiffres significatifs. Donc ici, si on voudrait être précis, 19,70, 0 cm et mètres. Donc j'avais 3 chiffres significatifs. Ici, c'est le cas ambigu. C'est pas certain si j'en ai 2 ou 3. J'avais dit dans ces cours, si jamais il donne le cas ambigu, assume que c'en est 3, c'est le maximum. Il n'y a pas autre façon de le faire à moins que de demander à la personne qui a fait l'expérience. Donc, on va prendre le cas où c'est 3 et 3. J'ai 3 chiffres significatifs. 647 mètres par seconde carré. On n'oublie pas que ceci est un vecteur. Donc, on doit lui donner une direction. C'est là ce que notre représentation visuelle va nous aider. J'ai dessiné que ma trajectoire se déroulait dans la direction horaire. Mon objet, mon morceau de laitue, se dirigeait vers l'est, donc le vecteur vitesse est vers l'est. On sait que l'accélération centripète est toujours vers le centre de courbure, toujours vers le centre. Donc, qu'est-ce qui est vers le bas dans cette situation? J'ai nord, ouest, sud, est, donc je me dirige vers le sud. Et voilà la réponse finale pour ce problème. Ça va dans 2 secondes. OK. Exemple numéro 3, le dernier exemple dans cette section. Petite introduction à l'accélération centripète. On a déterminé la fréquence et la période de rotation d'un ventilateur électrique si une tâche à l'extrémité de l'une des pales se situe à 15 cm du centre et à une accélération centripète d'une grandeur de 2,37 fois 10 à la 3 mètres par seconde carré vers le sud. Okay. Encore, on dessine toujours notre situation. J'ai une trajectoire circulaire. C'est des pales d'un ventilateur électrique. Voilà les pales. On parle d'une tâche qui se trouve au bout de la pale ou à une certaine distance, telle que notre rayon est de 15 cm. Ça ne veut pas dire que la grandeur de la pale est nécessairement 15 cm, mais elle se trouve, tâche qui se trouve à l'extrémité d'une des pales. Ouais, donc la pale elle-même a 15 cm, puis la tâche est au bout. Et il nous donne l'accélération centripète. Donc l'accélération centripète, cette fois, il nous la donne. Il nous donne la grandeur, donc pas la direction. La raison de ceci est que, dépendant le point dans la trajectoire, l'accélération va changer. On sait que l'accélération, c'est toujours vers le centre, donc à ce point-ci, l'accélération est vers le centre. Au point-là, ça serait vers le centre. La direction change à tout le temps. Donc ici, c'est vraiment juste la grandeur qu'ils nous ont donnée, la valeur absolue. Ce qu'on cherche, c'est la fréquence et la période de rotation. N'oubliez pas, la fréquence et la période, elles sont des inverses les uns des autres. Hein? Donc, la fréquence, c'est 1 sur T, et la période, c'est 1 sur F. Donc, si on en connaît un, on peut trouver l'autre. Alors, on va voir notre belle petite équation de tout à l'heure. L'accélération centripète est égale 4 pi au carré
RF au carré. On connaît l'accélération, ils nous l'ont donné. 4 et pi, ce sont que des nombres. Le rayon, nous l'ont donné. On peut aller trouver notre fréquence quand même assez facilement. Si j'isole la fréquence ici, je finis avec la racine carrée de 4 pi 2 r. Oh, pardon, un peu trop vite. Je vais finir avec l'accélération centripète sur 4 pi 2 r et racine carrée. Je n'ai qu'à rentrer mes valeurs que je connais. 2,37 fois 10 à la 3 mètres par seconde carré sur 4 pi au carré. Je connais bien, c'est juste des valeurs constantes. Et le rayon de 15 cm. Faites attention ici. L'accélération qu'ils m'ont donnée était 1 mètre par seconde carré. Je dois utiliser des mètres, donc 0,15 mètres ici. Et tout ça, la racine carrée. En faisant ceci, je devrais trouver une fréquence de. On va aller voir. Calculatrice. 2,37 fois 10 à la 3. Divisé par 4. Divisé par pi 2 fois. Et divisé par 0,15. Et n'oubliez pas la racine carrée. Et un beau nombre. 20,00546, peu importe. Et ça, la fréquence, c'est des 1 sur seconde ou des hertz. Hein? Donc, on vient de trouver la fréquence. Donc, fréquence est égale à, chiffre significatif, ils m'ont donné 3 pour l'accélération et 2 pour le rayon. Donc, la fréquence serait de 20 Hz. Mais ils ont aussi demandé pour la période. Combien de temps est-ce que ça prend pour faire un tour au complet? Hein, la fréquence, ça nous dit que ça fait 20 tours par seconde. Mais combien de temps est-ce que ça prend pour faire un seul tour? Donc, la fréquence est égale à 1 sur t. J'ai juste besoin de faire l'inverse. Donc, la période est égale à 1 sur f, qui est 1 sur 20. La valeur de 1 sur 20, 1 vingtième de seconde, on pourrait dire, 0,05 secondes. 0,05 secondes. Donc, la période serait 0,050 secondes. Deux chiffres significatifs. Et voilà notre réponse. Donc, c'est ça pour ce cours. Quand même assez différent comme cours. Si vous avez des questions, postez-les sur le Classroom. Je vais poster ceci, les notes de cours et des devoirs pour vous pratiquer. Ça va être vraiment à vous autres à vous entraider. Donc, c'est quoi le PPP, penser, partage, parle, pense, parle, partage. Parlez-vous, évidemment, pas face à face. Si vous avez des questions, postez-les sur le Classroom, envoyez-moi un courriel, je vais faire de mon mieux pour vous répondre. Et on se reverra demain avec une autre leçon. Bonne journée.